Bien joué, Mr. Powers. Nous ne sommes pas si différents, vous et moi. Car enfin, quelle ironie, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez toujours défendu dans la vie, l'amour libre, les fêtes orgiaques, tout ça est considéré aujourd'hui, dans les années 90, comme l'enfer. Mais non, vieux. Ce contre quoi, nous, on s'est rebellés, c'est la morale des coincés dans ton genre. Obsédés par les millions et par la domination du monde, on était innocents. Et puis, si on avait connu les conséquences qu'allait avoir la libération sexuelle, croyez-moi, on aurait agi différemment. Mais l'esprit, lui, n'aurait pas été différent. L'esprit de liberté, vieux. Yeah! Avouez-le donc, votre liberté a échoué. Non, la liberté n'a pas échoué. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes libres et que nous sommes responsables de nos choix tout à fait géniaux. Je ne connais rien de pire pour un vieux que de s'acharner à rester dans la course. Ça va comme ça, crâne nobu. Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 13. Cette semaine émission passéisme, mort violente et caméra opératique. Critiquons pour aller passer le temps, les fantasmes d'une fille de 20 ans et les acrobaties des combattants. Et nous, pendant ce temps-là, on s'habille tout en Gucci, devant le miroir, on se trouve BG, un peu gêné quand la famille en demande le prix. En face, ils sont jaloux. Jaloux de qui? Jaloux de nous. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation détournée d'une chanson de Nino, bien sûr, hein, vous l'aurez reconnu. Donc, nous allons parler du House of Gucci, nouveau film, le deuxième de l'année de Sir Ridley Scott. Mais avant, nous parlerons du dernier film de Edgar Wright, Last Night in Soho. Et ensuite, nous parlerons d'une salve de films de la Shaw Brothers des années 80, édité par Spectrum Film. Donc, il y a 4 films. Les 2 Bastards Swordsman de Tony Liu, Holy Flame of the Martial World de encore Tony Liu et Demon of the Lutte de Tong Kai-chung. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche. Toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a aussi Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Le docteur Erwan va nous rejoindre tout à l'heure à la moitié de l'émission pour justement parler des films de Pif Paf de Hong Kong. Mais donc, avant de passer à la section critique de cette émission, quelques agendas comme d'habitude. Agenda local. Demain, au Tambour, c'est la dernière du semestre. Donc, avec 2 films, avec à 18h, La Batman de Jean Renoir. Petit film. Et à 20h30, parce que c'est une sélection chouchou sur les trains. Donc, ce sera Le Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet, pas le remake de Kenneth Branagh, bien évidemment. Qui d'ailleurs, Branagh sort l'année prochaine la nouvelle adaptation de Mort sur le Nil avec encore un All-Stars cast et un film probablement nul. Voilà, qui va sentir la naphtaline. Exactement. Donc on va en parler tout de suite, mais donc ce soir passe en projection à l'Arvor à 20h15, 20h30, donc Last Night in Soho de Edgar Wright, qui n'avait pas connu d'exploitation à Rennes, parce que le film, on en parlera aussi je pense, a été distribué comme une merde un peu partout en France, donc là c'est une occasion rare sur Rennes de le voir. Il était passé il y a 3 semaines je crois au cinéma de Cesson-Sévigné. Mais donc voilà, à 20h15, 20h30 au cinéma Arvor. Toujours à l'Arvor, donc ce dimanche, le 12 décembre, dans le cadre des films du dimanche soir qui vous sont proposés avec joie et bonheur par nous-mêmes et nos camarades, mais néanmoins ennemis du cinéma est mort. Donc ce sera Le Bon, la Brute, le Truand de Sergio Leone à 20h15. Petit film. Voilà, petit film. Venez avec votre plus beau poncho. Car je vous rappelle qu'on part à la recherche d'une moitié de cigare plantée dans la bouche d'un grand fils de chienne, un type blond et qui parle peu. Donc voilà, ça promet, ça va être formidable de voir ou revoir ça sur grand écran. Sortie nationale cette semaine, à l'inverse de la semaine dernière, il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même le nouveau film de Steven Spielberg. Petit réalisateur. Spielberg. Donc West Side Story, qui devait sortir l'année dernière, mais qui donc a été repoussé due to Covid, qui est donc un remake, une nouvelle adaptation du film de Robert Wise, donc qui sort demain. J'ai très hâte de voir ça, ça a l'air très joli. Les retours sont quand même plutôt bons, voilà, et plutôt de plein de bonnes choses.
chose dessus. Donc, il y a un film qui sera beau avec plein de couleurs et un autre film avec plein de couleurs. Donc c'est Les Tuches 4 de Olivier Barou qui sort demain. Voilà, déjà le 4e. Ouais. Et malgré ma grande conscience professionnelle sur les comédies françaises, je me suis arrêté au premier pour le moment. J'ai les 3 pourtant sur mon disque dur qui attendent d'être revoir. Je sais pas. Ton sacerdoce, ouais, mais faut que bon. tu l'accomplisses. Olivier Barou, j'ai quand même vu beaucoup de ses films, beaucoup trop d'ailleurs. C'est assez égal dans La nullité. Voilà, dans le manque d'investissement, de talent ou de sérieux de l'affaire de manière générale, quoi. Voilà, c'est bon, c'est quand même pas terrible. Hein. L'italien, le gigolo, tout ça, c'est bon. Il garde son casting là pour les Tuches 4. Ouais, c'est les mêmes, hein, bien sûr. On ne change pas une équipe qui perd. Hein. Il y a toujours Jean-Paul Rouve et compagnie. Bon, tout ça. Isabelle Nanty, tout ça. Là. Isabelle Nanty, toujours dans les bons coups aussi. C'est ça qu'on reconnaît quand même un peu un genre de cancer. Isabelle Nanty est toujours dans les mauvais coups, par exemple. La métastase. Voilà, avec Antoniente dans 3-0, tout ça. Que j'ai revu, c'est quand même pas terrible. 3-0, on peut le dire. Avec un super caméo de Pascal Praud d'ailleurs, qui est à côté de... À l'époque où il était présentateur de téléfoot. Ouais. Il a pas été présentateur, il était chroniqueur à téléfoot où déjà il était très mauvais. Et donc, sinon, sans aucun rapport avec Les Tuches 4, donc c'est le nouveau film de Harry Folman, réalisateur du Congrès. Donc, où est Anne Frank, tout simplement. Alors, où est Anne Frank ? Dans sa chambre. La fosse commune. Se cache. Mais donc voilà, c'est son nouveau film qui sort demain, un autre film d'animation qui a l'air tout à fait très bien. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations locales. En local, demain, dis donc, grosse journée de cinéma. Il y a la Défense Collective qui organise sur le campus de Rennes 2 la projection de Chicken Run, des studios Hartman. Exactement. Donc voilà, excellent studio, excellent film. Il me semble que le rendez-vous est à 18h sur le parvis de la bibliothèque. Et au même moment, à l'amphi, je ne sais plus lequel, mais toujours sur le campus de Rennes 2, il y a la projection de Pride. Oui, exact. Voilà. Le flux Monty, mais avec des mineurs. Voilà. Enfin, des gens qui sont dans les mines, hein, pas des enfants. Oui, donc, avec McNulty, exactement. Et sinon, oui, à l'Arvor aussi, je crois que c'est jeudi, une rencontre autour du film La bataille de la Plaine, donc la Plaine à Marseille, bien évidemment, donc un documentaire sur tous les événements des dernières années et sur les luttes un petit peu qui ont été mises en place pour protéger le quartier et lutter contre la politique de la ville de notre ami Jean-Claude Gaudin et de ses successeurs insoumis maintenant. Et il y a une déco réale, je crois, qui vient. Oui, exactement, d'ailleurs. c'est ça qui vient accompagner le film. Donc voilà, de toute façon tout le monde est fatigué parce que les gens étaient au transmusical ce week-end, hein, n'est-ce pas Justine? C'était la fête, c'était la bamboche comme pour retrouver nos 20 ans, le temps d'avant le Covid. Et donc là aussi on va remonter dans le temps avec donc le nouveau film de Edgar Wright, Last Night in Soho, et tout de suite une chanson magnifique, une reprise de Petula Clark interprétée par Anya Taylor-Joy. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Anya Taylor-Joy avec cette reprise d'une chanson de Petula Clark, donc Downtown, extrait de la bande originale de Last Night in Soho, dernier long métrage en date de Edgar Wright, 3 ans après son Baby Driver, qui avait été balancé en plein milieu de l'été en France, et là il est balancé en plein milieu de l'automne dans une combinaison de salles absolument ridicule en France. Beaucoup de films de Edgar Wright ont été quand même souvent balancés à la sauvette depuis son premier long métrage en 2004-2005, Shaun of the Dead, qui avait après été suivi en 2007 par Hot Fuzz, après par Scott Pilgrim en 2010. Pas sorti en France. Pas sorti en France, mais sorti directement en vidéo 1 an et demi après sa sortie américaine. Et le dernier pub avant la fin du monde était sorti bazardé aussi, ouais. le 23 août 2013. Pareil, sorti absolument n'importe comment, alors que c'est quand même un cinéaste anglais, il y en a, qui donc depuis plusieurs années quand même connaît un certain succès, que ce soit aux États-Unis ou bien en Angleterre, mais chez nous les films ne jouissent en tout cas en termes de distribution clairement pas de la même renommée. Donc on a parlé plusieurs fois ici de Edgar Wright quand on le pouvait, même si malheureusement ces films ne sont jamais vraiment sortis au bon moment pour nous, quand ils sont sortis. Et donc c'est vrai que c'est un cinéaste qui a eu assez rapidement, de par ses premiers films, donc la trilogie c'est Cornetto, comme on dit, donc avec Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde, donc de cinéaste geek, puisqu'il il maniait et mariait des références de culture populaire, que ce
ce soit les jeux vidéo, les films de zombies, les giallo, le film d'action, tout ça. Donc, ce sont toute une génération de cinéastes ou d'acteurs qui maintenant ont entre 40 et puis 50 ans, un peu comme avant, sont arrivés dans les années 90 des cinéastes comme Romero Rodriguez, Tarantino ou Guillermo del Burrito. Et donc, c'est vrai que Edgar Wright, c'est un cinéaste qu'on peut quand même classer dans la liste des formalistes, on va dire, du cinéma moderne, un véritable amour pour la caméra et puis pour son objet et de toutes les possibilités dont on peut en tirer, que ce soit avec une caméra physique ou bien, comme on l'a appelé, la caméra invisible, la caméra omnipotente. Et ce sont d'ailleurs des choses qu'on retrouve dans Last Night in Soho, donc son dernier film qui met en vedette Thomasin McKenzie, qu'on avait vu dans Jojo Rabbit de Taika Waititi il y a 2 ans, et dans le dernier Eugene Campion aussi, The Power of the Dog, dont normalement nous parlerons la semaine prochaine, qui est sorti sur Netflix. Et donc c'est une jeune fille de 18-20 ans qui donc part de sa campagne pour aller à la grande ville, donc à Londres, car elle veut devenir styliste. Et donc elle tombe dans ce milieu de merde qui est le milieu des stylistes où les gens sont méchants. Et donc un jour elle arrive un soir se projeter en fait dans un monde imaginaire ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas elle est transportée dans le Londres des années 60, donc à Soho, où elle va tomber sur une jeune femme donc incarnée par Anya Taylor-Smith, et elle va Joy, pardon, et donc elle va vivre un peu la vie de cette jeune fille qui pense aller sur la route du succès en rencontrant un homme incarné par Matt Smith, donc Doctor Who. Et en fait, finalement, ce mec-là être peut-être pas si cool et si sympa que ça, malgré le fait qu'il danse bien en gardant son verre de whisky à la main, ce qui est quand même pas facile. Hein. On l'a déjà fait, Thibaut. C'est compliqué. Non, généralement, ça tombe par terre. Hein, exactement. Ouais. C'est parce qu'il faut pas faire de roulade. C'est parce qu'il faut pas faire de roulade. Quand et on glisse et hop, on a mal au dos. Et donc, de cet apparemment conte de fées va en fait dériver évidemment en giallo, en tout cas apparenté au giallo et au film d'horreur, pendant qu'un personnage trouble hante ce monde qui est incarné par le toujours impeccablement classe Terrence Stamp, et qu'une logeuse un peu trop gentille pour être honnête est incarnée par Jenna Rigg, donc dans son dernier rôle, puisque donc elle est décédée en début d'année. Et donc c'est un film qui pourrait se rapporter à l'âge d'or de la mode et de la musique anglaise dans les années 60, comme on l'entend. C'était beau, c'était cool, on pouvait croiser Mick Jagger avec Françoise Hardy à Soho, il y avait Bob Dylan qui venait faire des concerts, tout ça machin. Évidemment on sait bien que tout ça c'est quand même largement du bullshit, et que ce n'est qu'une petite part de la société qui pouvait prendre aux festivités, aller prendre de la cocaïne et s'enculer dans des toilettes. Mais bon, évidemment la réalité est souvent bien plus glauque et bien plus sordide, et donc c'est un peu le revers de ce monde de fantasme, enfin en tout cas ce monde fantasmé par Thomasin McKenzie, qui elle va prendre part avec des allers-retours entre donc le monde de 2020 et le monde des années 60, où évidemment il y aura un petit impact psychologique sur le personnage de Thomasin McKenzie dans le monde réel entre guillemets. Alors Fleuret, vous avez vu donc ce nouveau film de Edgar Wright, cinéaste que par ailleurs on aime assez bien, alors que là je trouve, je pense qu'on va en parler, mais en termes scénaristiques et en termes d'implication émotionnelle, c'est peut-être son film le plus faible. Oui, et puis pour continuer un petit peu sur la trajectoire d'Edgar Wright, on l'avait également laissé en tant que scénariste sur le Tintin de Spielberg. Ouais, qu'il avait coécrit avec Steven Moffat et Joe Cornish. Et sur son projet avorté de Ant-Man. Également, et réalisé par la suite par Peyton Reed, qui a repris pas mal de ses idées de storyboard. Et en fait, au final, personnellement, j'étais bien content de ne pas voir Edgar Wright entrer dans la galaxie Marvel, parce que je trouve que en tant que cinéaste un petit peu pop et un petit peu maverick, donc vraiment l'équivalent de Tarantino, on peut vraiment rapprocher ces deux cinéastes-là. Voilà, ça m'aurait embêté qu'ils rentrent dans la grosse machinerie, et puis là, il reste vraiment libre de ses choix, et donc du coup il nous pond ce Last Night in Soho. Alors le film n'est pas parfait, comme tu le disais, en termes de potentialité émotionnelle. Edgar Wright n'est pas un immense dialoguiste, si ce n'est pour faire des punchlines humoristiques, et ici dans la Last Night in Soho, l'humour n'est pas présent, c'est pas l'enjeu du tout. Il veut faire un truc qui est beaucoup plus premier degré que la trilogie Cornetto. Du coup, tu sens que par exemple les relations amoureuses, parce qu'on peut parler d'abord des défauts du film, tu sens très bien que la relation amoureuse entre Ellie, l'héroïne, et son crush John, tu vois très bien que Edgar Wright n'arrive pas. Ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne non seulement parce que l'acteur qui joue John joue vraiment, il est pas ouf. Il joue vraiment
comme une pelle, quoi. Ouais, il est à peu pas- près du niveau du gamin dans Crime Macho de Clint. Ouais, il est pas ouf et tu sens que Wright, il a pas la fibre. Du moins dans ce film-là, il n'a pas la fibre romantique, chose que par ailleurs, chose qu'il a déjà démontré dans Baby Driver, où il avait réussi du coup. Ou dans Shaun of the Dead, mais dans Shaun of the Dead, par exemple, ça passait plus aussi par une tierce personne, qui Ouais. était le personnage de Nick Frost. En fait, ça passait par le biais de l'amitié. Oui. Je trouve que l'amitié et l'intensité d'une amitié, c'est quelque chose qu'il arrive très bien à retranscrire, mais quand il s'agit de sentiments amoureux purs, entre guillemets, entre deux personnes, je trouve tout de suite que ça marche beaucoup moins. Voilà, déjà. Il avait Donc l'accroche émotionnelle il là-dessus avait est- essayé dans Baby Driver, il était plus ou moins y arrivé dans Baby Driver, film que je considère comme extrêmement mineur dans sa filmographie. Pour moi, c'est son moins bon. Mais tu sentais qu'à la fin, voilà, finalement, la suspension d'incrédulité marchait plutôt pas mal. Et Parce du qu'il y avait coup, un truc d'innocence, entre voilà, guillemets. il y avait quelque chose de très très naïf. Et donc du coup, ça fonctionnait. Et ici, dans Last Night in Soho, tu vois très bien qu'on est dans une veine un peu plus, j'aime pas trop ce terme, mais un peu plus mature ou un peu plus adulte. Et c'est un film que je pourrais rapprocher de son dernier pub avant la fin du monde, où en fait, derrière un pseudo côté pop, on va insuffler énormément de noirceur. Et C'était quand même foncièrement assez dépressif, World's End, hein, justement. voilà, et ici on est un petit peu dans cette logique-là où en gros on est sur c'est un récit initiatique, hein, donc de cette jeune femme qui arrive à Londres et qui va essayer de se trouver et en tant que jeune adulte, en tant que future londonienne et en tant Ça que marche très bien styliste. d'ailleurs, toute l'arrivée dans la ville où elle découvre un peu la fureur du Oui, truc, oui, où ça- elle est paniquée parce qu'elle c'est une jeune fille qui vient Des Cornouailles. voilà, d'un tout coup. cul perdu. Mais voilà, c'est vraiment ce Dans un côté, cottage. c'est vraiment le côté émotionnel où tu vois que ça marche pas parce que comme tu le disais là, en termes d'amitié, de buddy movie, Edgar Wright sait faire le truc. En tant que introspection de mots profonds dans le dernier pub, je trouve que ça fonctionnait énormément et énormément bien. Et je trouve qu'il y avait il y avait un vrai gap, comme on dit en anglais, un vrai plus Une vraie dans- accroche émotionnelle aussi. dans l'écriture de l'émotion. Et ici, ça fonctionne pas du tout. Heureusement, c'est relativement mineur dans le film parce qu'en fait, on va aller sur carrément autre part. Le film en soi ne raconte finalement que très peu de choses et c'est en ça qu'il est intéressant. Il va pas faire une critique du monde de la mode. Il ne va pas faire une analyse un petit peu de la folie et londonienne et individuelle. Il va pas non plus faire une énorme critique de ce sentiment de nostalgie que pourtant lui-même convoquait au travers des genres qui s'accaparent, au travers des citations cinéphiles qu'il convoque. Et au final, il va rentrer dans ce qui faisait finalement le cœur du giallo parce que le film se raccroche énormément au genre du giallo, ne serait-ce que par le jeu hallucinant des couleurs et les stroboscopes qui fonctionnent à 2000 en termes visuels, de toute façon, à 2000 tu là. vois que c'est très inspiré des trucs de Argento voilà. et compagnie. Et du coup, on va arriver sur quelque chose, notamment dans sa deuxième heure, on va arriver sur quelque chose de beaucoup plus expérimental, de beaucoup moins linéaire en termes scénaristiques. Et du coup, là, vraiment, on va plonger dans le cœur du projet. Donc là, Ou c'est en plutôt plus- intéressant. En plus, il a une vraie intelligence d'utilisation de ses effets spéciaux et de ses effets mécaniques ou bien physiques. Donc c'est-à-dire qu'il va souvent mêler les deux dans les visions d'horreur de son personnage. Il y aura à la fois des vrais effets gore hyper bourrins à coups de ciseaux dans la gorge où tu as du vrai sang qui gicle et des monstres qui vont apparaître, qui vont défoncer les murs, qui seront des persos en numérique, mais il y a un tout qui pour le coup est cohérent parce qu'il va pas privilégier l'un à l'autre et c'est, je trouve, souvent toute l'intelligence de la mise en scène de Wright, c'est mêler en fait les meilleures manières de faire, pareil sur toutes les questions des reflets parce que souvent C'est donc incroyable. le perso de Ellie quand elle est dans les années 60, le reflet qu'elle voit c'est le perso de Anya Taylor-Joy justement, et t'as pas mal de jeux comme ça de reflets ou de miroirs brisés et puis qui vont se répondre avec une folie opératique de sa caméra qui est hyper maîtrisée. Du coup, dans les scènes de danse notamment. C'est vraiment par la forme, par la photo, par le jeu des lumières, par les décors qui sont incroyables, par les costumes qui sont incroyables et par ces mouvements de caméra qui va permettre l'introspection et qui va permettre de diffuser tout un peu le vague à l'âme ou le noir à l'âme qu'il a envie de transmettre. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est très très intéressante parce que formellement, il me semble que Wright on est vraiment au top niveau dans sa filmographie avec des mouvements de caméra, des chorégraphies qui sont hallucinantes. Je vous invite, si vous avez vu le film ou si vous allez voir le film ce soir, je vous invite par la suite à aller voir le making-of de la scène de danse
où La première scène de danse du film. Ouais, où les deux personnages féminins donc dansent avec une personne qui va avec Matt Smith, le manager, on va dire une espèce de manager qui va s'avérer être un immense salopard. Un manager, quoi. Un manager. Et où on voit avec finalement une dizaine de figurants et un sens du rythme hallucinant. Comment on arrive à faire une scène de danse à trois qui est absolument magnifique. Mais là où le film vraiment moi je trouvais est passionnant, c'est dans son rapport au fantastique. Alors bien entendu, il y a des séquences purement d'horreur parce que Convocation du Giallo, mais c'est dans son rapport au fantastique où là, il me semble que le trouble est admirablement semé. Alors bien entendu, le trouble, ça va. C'est une condition sine qua non du fantastique, mais là, il y a quelque chose. C'est ce rapport entre le réel. Exactement. C'est le rapport entre le réel et la bascule fantastique. En fait, on ne sait pas qui contamine qui. Est-ce que c'est ce personnage d'Ellie qui vient contaminer finalement ce monde des monstres, ou est-ce que c'est les monstres qui viennent contaminer le monde d'Ellie? Et en fait, il y a une espèce d'aller-retour, de va-et-vient entre ces deux postulats-là, qui font que le film n'est pas seulement une convocation, n'est plus une convocation de genre peut-être éculé, mais il y a une vraie modernité à ce niveau-là dans la relecture qui peut quasi théorique en fait, qui fait du genre fantastique. Et c'est là où le film devient pas bouleversant, mais c'est là où le film trouve vraiment son identité. Hélas, comme je disais au début, c'est un petit peu parasité par le sidekick amoureux qui par plein de trucs de scénario en fait qui sont pas vraiment intéressants, et si c'était plus resté collé à la relation entre les deux meufs, finalement ça aurait été beaucoup plus intéressant. Il aurait pu beaucoup plus creuser le truc, et notamment le moment de bascule à peu près au milieu du film où en fait le perso de Thomasine se rend compte qu'il y a une merde en fait avec l'autre personnage, et qui en fait bascule un peu trop vite finalement pour plus se concentrer sur des conneries d'amourette pendant les fêtes d'Halloween. Je pense que le film fait quand même 2 heures, hein, mais je pense que le film aurait gagné à faire un petit quart d'heure de moins, et justement un rester peu plus sec, et exactement, à rester un petit peu plus sec dans son corps. Et après c'est le mal du siècle, hein, les films trop longs. Mais après alors ça, c'est encore un autre problème d'écriture, c'est que voilà, on met de côté la relation amoureuse, on a une vraie expérience sensitive, le design sonore est mortel, la BO est mortelle. Oui. On a une vraie expérience visuelle, une vraie expérience sonore, donc une vraie expérience sensitive. Dans le cadre où on sait que le spectateur écarte un petit peu toute velléité dramatique, scénaristique. Mais après, il y a la question du final qui se pose. Et le final, je pense que c'est une vraie maladresse du film, et je pense qu'il n'en avait pas conscience. C'est qu'en fait, le film montre clairement comment l'exploitation des femmes, même pendant l'époque du Swinging London, où on dit a priori tout le monde, on va croiser Mick Jagger, Françoise Hardy, Patti Smith, Marianne Faithfull et compagnie. Et personne n'a envie de croiser Patti Smith, enfin Thibaut. Mais c'est pour ça, je l'ai dit exactement pour que tu sortes une vacherie sur Patti Smith. Je sais même pas si elle était au Swing London, dans l'absolu, on s'en fout. Elle était sûrement mais voilà, avec des schlags à New York. Il voulait montrer en fait comment un homme pouvait s'accaparer la volonté de réussir d'une jeune femme, et donc du coup son impossible désespoir, et comment il voulait s'accaparer ça jusqu'à au final arriver à ce que cette femme-là se prostitue pour lui, et que lui devienne de manager, il devienne un macro. Voilà, la frontière est très mince, mais entre ces deux corps de métier, on peut dire ça comme ça. Mais voilà. Et en fait, le truc, c'est que Wright, il veut vraiment. Est-ce qu'il veut faire de son film-là un film politique, ou du moins qui remette à plat toute la question du sexisme dans le milieu, on va dire, du show business? Ouais, c'est plus. Sûrement. Je pense que c'est plus ce qu'il veut faire, c'est avoir une question quand même, une certaine honnêteté intellectuelle avec l'arrêté de l'époque. Le monde du spectacle, sans en faire non plus un grand discours, mais ramener un peu de réel. Le monde du spectacle fantasme est un monde ouvertement pourri par les hommes. Mais le problème, c'est le final. Et il y a, alors sans trop spoiler le film, même s'il y a une espèce de twist qui n'en est finalement pas trop un, parce que tu le sens un petit peu venir, mais il y a une espèce de twist où en fait tu as l'impression que Wright venge les victimes
les victimes masculines. Et ça, c'est un petit peu gênant. Je pense que c'est de la maladresse plutôt un réel argument dans, ouais, dans, puis dans du son coup, ça discours. devient une vengeance qui est illogique par rapport au reste du récit. Mais du coup, il y a le bas blesse, il me semble. Il y a un truc qui va pas. Du coup, le film devient extrêmement déséquilibré, mais je suis pas sûr qu'il faille en tenir compte vraiment à Edgar Wright. Mais voilà, ça donne un film. Voilà, déséquilibré, où il y a vraiment énormément de beaux moments. Alors, les deux personnages féminins, les deux actrices, elles sont incroyables. Ça, faut le dire. Oui. Choix de casting exceptionnel. Très jolie robe, un très bon point pour Ah ouais, le non, pour mais le en costume. termes de décor, c'est Toujours le point chiffon, hein. c'est ouf. Et voilà, il arrive à convoquer les trucs, les mouvements de caméra qui vont bien, les travelling avant purement horrifiques, les gros plans sur les armes blanches, voilà, bon, tout ce qui fait l'essence du giallo. Mais en termes de construction scénaristique, voilà, il y a un truc qui se passe à la fin qui fait un petit peu pémou. Donc du coup, on est un petit peu on est un petit peu désolé pour Edgar Wright. Je suis un petit peu désolé pour Edgar Wright, cinéaste que j'affectionne, hein, vraiment, parce que je trouve qu'il parle à ma geekerie, à ma geekitude, et à toutes les références qu'il convoque, et même de Le Dernier Pub, là, ce qu'il racontait un petit peu sur la vieillesse, les potes qui s'éloignent, tout ça. Enfin bon, ouais, il y a beaucoup de choses qui sait dire. Et là, ça s'essouffle, et c'est franchement dommage. Donc voilà, c'était le nouveau film de Edgar Wright, Last Night in Soho, qui passe ce soir donc à la revoir à 20h30 et qui est une fois de plus sorti comme une merde en salle, mais quand même un beau film à voir. Oh, sinon, ça doit être mortel. On va continuer à parler chiffon, mais d'abord on fait une petite pause musicale. On va rester dans les années 60. Oui, je trouve ça bien. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Quincy Jones avec Soul Bossa Nova qu'on pouvait notamment entendre au début de Austin Powers, qu'on a aussi entendu en pré-générique. Vous l'avez entendu, il parle déjà, il vient de nous rejoindre, c'est le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Voilà, donc docteur qui est là pour parler avec nous de films de pif-paf de Hong Kong, mais avant... Ah non, ouais, j'étais venu pour parler de mode, moi. Et bien justement, tout à l'heure, on parlait chiffon, on va continuer à parler chiffon avec le nouveau film de Sir Ridley Scott, 2 mois après son The Last Duel, donc House of Gucci, film qui se déroule en 1995 et puis qui prend pour cadre le meurtre de Maurizio Gucci, donc héritier de la fameuse marque de sape. Et donc un nouveau film fleuve pour Sir Ridley, de presque 2h40, et qui était tourné une fois de plus à la va-vite parce que lui, pas le temps de niaiser, donc tourné entre le mois de mars et avril 2021 et qui sort là. Et donc on sait que Ridley Scott a quand même de ses sujets de prédilection, c'est la vulgarité. Il aime bien ça, la vulgarité, Ridley, que ce soit dans les Thelma et Louise, dans G.I. Jane, dans Hannibal, dans Cartel. Dans l'âme de fond. Dans l'âme de fond, dans Black Rain, à peu près comme une grosse partie de son cinéma, parce que c'est un peu ce qui fait... Ah, c'est même très bien, Black Rain. Oui, c'est bien vulgaire. de droite, mais c'est très bien. Mais c'est bien vulgaire comme il faut, parce que Ridley, il aime bien la vulgarité, et on sait qu'au XXIe siècle, si on veut toucher du doigt le génie, il faut être vulgaire. Alors, Justine, chiffon, meurtre et vulgarité, c'est un peu vos sujets de prédilection. Alors, qu'est-ce que vaut donc ce nouveau film au All-Star Cast de Sir Ridley Scott? Tu as bien résumé la pensée. Non, mais je pense que à première vue, il y avait vraiment tout pour me satisfaire. C'est-à-dire que il s'agit d'une grande fresque familiale, quelque chose de drama, quelque chose de flamboyant, un énorme spectacle, voilà, qui mêle passion, argent, crime dans le milieu de la mode sur une très grande famille italienne. Voilà, il y avait matière, il y avait quelque chose, un casting comme tu l'as dit, 4 étoiles, donc Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Jack Huston, Al Pacino, enfin voilà, il y avait quand même et le terrible Jared le terrible, Leto. je vais y venir évidemment, je n'ai pas envie de prononcer son nom tout de suite. Donc voilà, donc j'avais pas vraiment de grandes attentes parce que je me suis dit Scott est capable de faire un peu tout et n'importe quoi avec un sujet pareil. Là visiblement il a fait n'importe quoi, c'est-à-dire que si la première partie, le film est vraiment en 3 parties. Donc dans la première partie, on suit la rencontre, la romance, le mariage entre Maurizio Gucci, donc incarné par Adam Driver, et sa promise Patrizia Reggiani, qui elle est une petite fille d'ouvriers qui font du transport de poids lourds, voilà, une petite famille comparée à la famille de Maurizio, donc qui est incarnée par Lady Gaga. Donc on les suit, commençant à tomber amoureux, commençant à se prendre un petit peu de passion
relation l'un pour l'autre. La première partie du film est vraiment, vraiment réussie. Il y a une scène de sexe dans le bureau de la boîte de transport qui est bien les scènes de cul, fabuleuse, qui est vraiment fabuleuse, sur une musique wagnérienne qui nous emporte jusqu'au mariage. Comme la scène c'est de la super chatte drôle. ventouse de Cameron Diaz dans Cartel Oui, sur la voiture. Il aime bien, un petit peu, voilà. C'est assez vulgaire, mais c'est très très drôle. Voilà, donc on est comme ça un peu bercé, et je me suis dit, ça va être super, j'ai hâte de voir la suite. Bon. Patatras. Là, tout s'effondre puisqu'arrive le personnage, donc le cousin de Maurizio, incarné par cet atroce, cet immondice Jared Leto, qui est le seul acteur à prendre un accent italien abominable. Exactement. C'est vraiment l'espèce de petit pantin boursouflé, le tout vilain. Le pourrisseur de film, on Mais l'appelle à vraiment, Hollywood. donc lui arrive dans cette danse dramatique là. Un peu comme un herpès sur une Et verge. ça concorde très bien au moment où le film commence à basculer dans un grand n'importe quoi. Donc on se retrouve avec deux parties, donc vraiment encore la romance, cette fois-ci plus à New York, donc chez l'oncle incarné par Al Pacino, et on tombe petit à petit dans la déromance parce que Adam Driver n'aime plus Patricia à la fin. Voilà, il rencontre Camille Cotin sur des pistes de ski. Voilà. Il rencontre vraiment Camille Cotin. Il rencontre vraiment si Camille que Cotin. ça, Camille Cotin, putain, elle a pas l'air à l'époque. Elle a pas l'air pourtant, hein, fait bien conservé, moi je trouve pour son âge. Paola. Donc voilà, si au début du film il y a quelque chose d'un très très intéressant qui se met en place, c'est l'espèce de recul que Maurizio a par rapport à sa famille. Il veut vraiment s'en défaire et lui il souhaite être avocat. Il souhaite pas du tout reprendre les affaires de mode de sa famille, de son oncle et son père, absolument pas. Il souhaite faire une carrière d'avocat tranquillement, voilà. Et on comprend pas pourquoi. Alors ça n'est jamais expliqué dans le film, puisque de toute façon, Scott adore délaisser ses personnages. Donc dans la deuxième partie, on voit pas du tout Driver. On sait pas ce qu'il devient. Cynique et misanthrope. Ouais. Surtout depuis 20 ans, il a encore creusé le truc. C'est des pions en fait qui s'agitent là comme ça sur un échiquier. On se sert vite fait. Alors c'est vraiment un truc qui est absolument immonde, puisque du coup, on se retrouve avec ce Maurizio qu'on a quitté, qui voulait être avocat, qui voulait faire sa petite vie, qui est complètement engrainé par sa femme Patricia. Et finalement, là, on le retrouve qui a comme une envie soudaine, une bulle au cerveau. Mais si j'allais devenir le boss de Gucci, bon. Alors pourquoi pas, soit. Sauf qu'en fait, l'intrigue se délite complètement. On a là que des espèces d'ersatz de propos, c'est-à-dire qu'à un moment il y a Tom Ford qui intervient, qui est joué par un jeune acteur voilà, plutôt BG, très gai, mais en fait Scott appuie sur ça, c'est-à-dire qu'on a des clins d'œil, on a des shows, alors il y a très peu de mode dans le film, ça c'est pareil, c'est très curieux, il s'intéresse visiblement à rien. Et en fait, on le voit juste se balader avec un mannequin, alors pour bien nous faire comprendre qu'il est gay et texan, en moulure cuir et slibard. Alors c'est d'une vulgarité sans nom, c'est pas fin pour un sou. Ça tombe dans le grotesque, puisqu'en fait, on ne lâche plus à ce moment-là Jared Leto, donc le cousin de Maurizio, qui n'en fait des caisses et des caisses. On perd de vue tous les personnages, en tout cas les deux personnages principaux, qui sont Patricia et Maurizio. On les délaisse complètement, Scott n'en a rien à faire. Le tout, en fait, dans un espèce de vernis ambiant, avec certes une bonne BO, certes des beaux costumes, mais complètement à côté de la plaque, complètement... il n'y a aucun rapport logique à la fraise dramatique. Il avait tout pour faire quelque chose de flamboyant, de grandiloquent, un vrai spectacle. Surtout que le titre laisse penser à genre les Médicis, voilà, une espèce bien de sûr. famille italienne. Ou quelque chose à la Shakespeare, tu voilà, vois. avec côté Vraiment, machiavélique, quoi. Enfin... Mais il est complètement passé à côté. Alors, comme je le disais, où est la mode dans le film? Où est le côté shakespearien du film? Il n'y a rien. On passe à côté de tout. On n'a que des espèces de petits élans comme ça, qui retombent à plat, puisque on n'a plus du tout de rapport entre les personnages, on n'a plus du tout de rapport aux événements. Il veut balancer... Alors, le film se passe en 95 à la mort de Maurizio quand il est buté. Mais en fait, on est 20 ans avant. Il y a 20 ans de cette fresque-là familiale qui doit s'opérer normalement à l'image. Alors, sur un film de 2h40, il y a matière. Là, c'est interminable. La deuxième et troisième partie sont complètement décousues. C'est complètement embourbé. Il y a rien. C'est juste Jared Leto qui fait des prestations stupides sur prestations stupides. Donc c'est vraiment un calvaire. À la fin du film, j'étais hyper énervée parce que je me suis dit, ouais, il y avait vraiment une matière, il y avait quelque chose pour faire du cinéma spectacle, quelque chose de fort, pour avoir finalement une première partie excellente
et le reste retombe comme un soufflé. Un stand-up de Jared Leto. Ouais, quoi, et en fait, l'enfer. on passe à côté de tout et je me demande vraiment comment Scott arrive à s'embourmer dans une mise en scène comme ça, parce que visiblement... Oh, bah, il a l'habitude, hein, c'est Et pas alors, sa certes, première... il est vieux, là, il donne tout. Alors, l'As Duel, House of Gucci, il va s'attaquer à Napoléon, il va sortir des séries adaptées d'Alien. Alors, ça, c'est super. Et voilà, on sent qu'il veut tout donner avant de clamser. Mais en tout cas, ça a l'air d'être quand même un gars qui est entouré. Je veux dire, comment à un moment on a laissé sortir cette bouse intersidérale, en tout cas, avec des Torché problèmes de en rythme. hyper vite. C'est affreux parce que, comme tu le dis, le tournage a été fait sur 2 ou 3 mois. Monté à la va-vite. On le voit d'ailleurs, en fait, les gros problèmes de montage. On voit qu'il n'y a rien qui... Il y a rien qui raccord en fait. C'est vraiment c'est plat, c'est naze en fait. Et c'est bien dommage parce qu'il y avait tout pour faire un film vraiment chouette. Voilà, c'est Ravier pour l'hiver, hein. Le film qu'on n'ira pas voir. Écoutez, il a fait un bon film cette année, déjà c'est pas mal, hein, Ouais. parce qu'en général il fait un bon film tous les 4 films, hein, donc bon, écoutez, on peut pas tout lui demander non plus. Donc c'était House of Gucci de Ridley Scott et le cabotinage de Jared. Donc on va passer à tout autre genre docteur, donc grâce à nos amis de Spectrum Film qui ont ressorti récemment une salve de films de la Shaw Brothers du début des années 80, à l'époque où la film gigantesque donc qui avait été créé par les frères Shaw en 1958 et là commence à être sur le déclin. Ils sentent que les productions qu'ils font ne sont pas tellement dans le sens du vent, ils sont en train de se faire pougner par tous les petits jeunes de la nouvelle vague hongkongaise qui arrive, notamment Choi Ark en 1983 qui fait Zoo, les guerriers de la montagne magique, et là nos amis de la Shaw Brothers qui sont quand même s'afficher dans le sens du vent quand ils veulent, se sont dit que bah tiens, nous aussi on va mettre des gens qui font de la bagarre et on va mettre plein d'effets spéciaux qui vont en foutre plein la gueule pour leur foutre la nique aux petits jeunes et montrer que c'est encore nous les patrons. Donc ils sortent 4 films, il y a 2 coffrets, il y a le coffret Bastard Schwartzman et Return of the Bastard Schwartzman, donc de 83 et 84, réalisé par Tony Liu. Notre film le 83 encore par Tony Liu qui dit donc était prolifique, Holy Flame of the Martial World, et enfin je trouve le meilleur pour la fin de 1983 aussi de Tang Tak Chung, Demon of the Loot. Et donc ces 4 films là sont à peu près les mêmes arguments scénaristiques, Voir les mêmes décors. voir les mêmes décors ou les mêmes acteurs, hein. Donc on ne cherche pas une équipe qui gagne à la Shaw Brothers, donc des petits jeunes qui vont tomber dans un monde fantastique et souvent des sorcières ou des sorciers qui vont leur foutre sur la gueule. Et je trouve que ça reste de l'exploitation absolument merveilleuse et toujours très bien fabriquée. Alors, je trouve que c'est... Pas dans tous, mais notamment dans Demon of the voilà. Loot. Après, faut quand même être honnête, c'est quand même assez inégal dans la... Enfin, c'est que d'un film à l'autre, en fait, effectivement, c'est un peu la même recette à chaque fois. Après, c'est exécuté, on va dire, de manière plus ou moins claire, on va dire, par les réalisateurs. Parce que notamment The Holy Flame, c'est un film où il y a énormément de personnages. Et du coup c'est très difficile à suivre en fait, hein. Ça dure 1h30, c'est bourré jusqu'à l'œuf. Là pour le coup en termes de densité dramatique, il y a beaucoup trop de choses sur ouais, une heure et et alors, demie. tout le monde est super fort en Ah plus, oui. donc du coup tout le monde passe, et puis alors pas tout le monde passe son temps à se foutre sur la gueule tout le temps. Ah ça par contre, C'est-à-dire que c'est un film de baston, mais de baston 100% baston. Il y a 2-3 minutes d'exposition et voilà, puis au après, début, et après c'est que du friton. J'ai trouvé que les Bastard Swordsman étaient un peu mieux tenus, je trouve. Avec quand même là aussi une espèce de différence de traitement assez marrante entre les 2 films, parce qu'on pourrait s'attendre. Le deuxième est quand même beaucoup plus bis. Alors le deuxième est beaucoup plus, exploitation. mais j'ai presque préféré le deuxième parce que déjà le deuxième est beaucoup plus gore. Ah oui, déjà. par contre. Et le deuxième est beaucoup plus cruel en fait. Supposé des films quand même plus ou moins familiaux, un peu Ouais. grand public et tout, mais on va quand même arracher des gorges, on va dépecer des gars. Parce que dans le premier, il y a tout un aspect un peu comédie, machin, avec notamment les sages du palais, enfin voilà, avec les histoires de rivalité entre écoles, etc., etc. Et puis un méchant qui est pas vraiment un méchant dans le premier en fait, quoi, qui est un méchant mais qui a ses raisons. Voilà, enfin surtout voilà le combat se termine sur une égalité quelque part, quoi. Donc D'où la suite parce qu'il y a match nul. Ouais, mais du coup la suite est presque plus intéressante parce que dans la suite déjà moi je me souviens d'une scène notamment où il se débarrasse de la moitié du casting en 5 minutes, c'est-à-dire il y a des méchants japonais qui arrivent, qui tuent 50% des personnages qu'on a vus dans le premier film, donc au revoir messieurs dames, quoi. Et ça je trouvais ça assez cool, moi personnellement. Cette inconscience pour la vie humaine. Ouais, non, voilà, c'est ça. Et dans le deuxième, ouais, voilà, c'est plus. Mais après, il y a des trucs nazes dans le deuxième. Par exemple, le Bastard Swordsman du titre, il fout rien dans le deuxième. Dans le C'est deuxième, Jack il est là, Burton. il touche son C'est chèque. Jack Burton. Ouais, voilà, c'est ça. Il touche son chèque.
Et puis il regarde les autres faire des trucs. Puis c'est les petits jeunes en fait qui font la baston. Oui, il se quoi, bat à et puis, peine en plus. Puis il se bat un peu à la fin. Voilà, il se bat un peu à la fin, mais Pour voilà, justifier que c'est celui. voilà, il y a pas de quoi, il y a pas de quoi titre. voilà. Mais sinon, il n'en fout pas une rame. Et c'est du coup tout le monde fait. Mais limite quelque part, c'est pas plus mal aussi parce que moi je le trouve un peu tanche, moi l'acteur qui joue. Oui, Il a une bonne tête, hein, mais c'est il a pas un peu des acteurs tanche. de série A, quoi. Ouais, il a une tête un peu de cocker. Là, il est un petit peu mou un peu mou du genou. Donc quelque part, les autres sont, je trouve que les petits jeunes du coup sont un peu plus vivaces, on va dire. Dynamique. Ouais, un peu plus dynamique, exactement. Ceci dit, il y a quand même toujours. Alors je les mélange un peu les quatre parce que moi je les ai regardés un petit peu dans un peu tout en même temps, donc je mélange un petit peu les quatre, mais dans mon souvenir il y a quand même dans les, on va dire dans les deux Bastard Swordman et puis dans The Holy Flame, il y a toujours des moments sympas. Il y a toujours des moments qui sont what the fuck, ou si tu prenais l'extrait et que tu montrais l'extrait à quelqu'un, il dirait mais de quoi parle ce film? Où la scénographie est quand même en général Ouais. plutôt bien faite, il y a des vrais bons effets spéciaux. Les mecs savent se battre. Ouais. Les mecs savent se battre, c'est pas cheap en termes de, enfin, c'est kitsch, mais c'est pas cheap par contre. Voilà, c'est-à-dire que les mecs, même en termes d'effets spéciaux, voilà, effectivement, il y a, moi, c'est des effets spéciaux que je trouve très charmants. Hein, Hong Kong, hein, notamment les trucs, les éclairs gravés à même la pellicule. Enfin voilà, tu sens que c'est vraiment des effets. Comme dans Zoo de Arc, voilà, justement. C'est un peu old school, mais moi j'aime bien ce côté un peu artisanal des effets spéciaux, où tu sens on essaye de courir après Star Wars et après avec des décors vraiment fantasy. Ouais. en carton-pâte, ça pue le studio à tous les plans. Pas dans tous. Parce que c'est dans le deuxième Bastard Swordman qui est assez étonnant, parce que le premier est vraiment un film de studio et le deuxième est beaucoup plus un film de décor naturel. Un film de forêt. Ouais, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'il y a une espèce de changement en fait, presque de charte en fait, j'arrive pas à dire jusqu'à esthétique, mais on va dire de charte visuelle, on va dire. C'est assez marrant comment finalement, moi je m'attendais vraiment avec Bastard Swordman 2, je m'attendais vraiment à une redite en fait. Et en fait c'est pas tant que ça une redite, et c'est plutôt une variation, mais qui du coup est, dans son côté bis est assez intéressante à regarder. Mais pour moi le meilleur des quatre c'est quand même le film pour enfants. Ouais. Qui donc est proposé en bonus sur Holy Flame of the Martial World. Donc en général un film en bonus, tu dis que c'est souvent un film un peu plus faiblard, et je trouve que c'est le meilleur du lot. Donc effectivement c'est un film où les héros sont des enfants, où les méchants, c'est un grand Golgoth qui a une coiffure orange et une énorme moustache avec une très grosse épée qui va faire peur. Et c'est vraiment un film pour gosses. C'est hyper drôle. C'est mieux écrit. C'est le mieux écrit des quatre. C'est clairement le mieux écrit parce que tous les gamins existent. Ils se battent aussi. Les gamins sont très bien. Il y a vraiment un vrai esprit léger, de la pure baston. C'est super drôle. C'est hyper enlevé. Et il y a une scène où le gamin est sous. Parce qu'il y a un personnage de tonton alcoolique qui est une espèce de Drunken Master en fait. Et au bout d'un moment, le gamin pique la gourde d'une Drunken Master et se met à picoler dedans, et donc du coup et alors c'est très drôle parce qu'il devient tout couillu quoi du coup. Alors du coup il se ramène devant le grand méchant, avec ses petits points en avant, lui disant mais vas-y, mais moi je t'éclate moi mec, et tout, je t'éclate et tout, et franchement et l'autre dit non mais vas-y, fais gaffe, il va t'exploser, tout ça. Enfin c'est très et les personnages secondaires sont très bien. Le tonton poivreau il est très bien. Voilà même les deux héros, parce qu'il y a toujours en fait un couple de héros un peu nuls, tu sais, la fille un peu et puis le mec un peu, tu vois, un peu bête, un peu bêta, et ils sont très bien dedans, ils sont très bien, même les héros un peu phallos sont plutôt pas mal en fait. Ouais, parce que de toute façon ça reprend plein de figures du ciné, enfin du film de sabre hongkongais de manière générale, mais en version presque dessin animé. Ouais, c'est ça, un peu plus cartoonesque, avec un truc vraiment assumé qui est hyper drôle. Et en plus le réal, donc Tang Kai-chung, c'est un ancien de la Shaw Brothers qui a commencé dans les années 60, où il était chorégraphe, et un peu sur la fin ils ont dit bon bah de toute façon on a plus grand monde dans la boutique, donc vas-y fais-le. Et je trouve que le mec il se démerde hyper bien, parce que même en termes visuels t'as pas mal de trucs qui se rapprochent des films italiens, justement, côté un petit peu giallo dans la photo, des trucs hyper découpés, où il y a vraiment une vraie beauté visuelle au truc quoi. Ouais, et puis et de la bonne basse, et de la bonne des bons arts martiaux quand même quoi, tu vois, notamment le petit gamin qui est le héros, il a une espèce de compagnon adulte que moi j'ai trouvé très bien, moi, qui est un acteur que c'est un genre de buddy movie, mais qui est inversé, où le héros est le gamin et en fait le grand c'est un peu le couillon qui va faire des blagues et qui va faire l'andouille quoi. Et il y a des bonnes scènes de cambriolage, tu vois, et là pas mal de gens qui meurent aussi d'ailleurs dans ce film-là. C'est comme un film pour enfants, mais qui est bon. Mais à la hongkongaise. Voilà. Donc il y a des gens qui meurent. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent salement, et on fait picoler les enfants quoi. Et on fait picoler les enfants, exactement. Mais sinon c'est tout à fait sympathique. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, moi je me suis dit c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de VF pour un film comme ça, parce que
tu kifferais le montrer à tes des neveux de enfants, 8 ans. ouais. Mais en fait, ce qu'ont dit les mecs de Spectrum, en fait, c'est que vu que les films là à l'époque ne sortaient pas en salle en Ah non, France, c'est il y a pas tout sorti en simplement France, ça. pas de VF et ça coûterait beaucoup trop cher de Ouais, faire une VF, ouais. une VF maintenant, alors que c'est quand même vraiment dommage parce que je pense que quand t'as 8 ans, tu vois ça, après tu deviens fou, quoi. C'est vraiment un même effet que Indiana Jones ou un truc Ouais, comme ça, quoi. Et puis alors, ça se termine avec une espèce de concours justement de lutte, voilà, avec le fameux lutte qui rend les gens fous, voilà, avec le méchant avec une espèce de truc où ils sont sur des rochers, où ils tournent, enfin où c'est presque Luna Park, quoi, tu vois, à la c'est fin. ça, où ça se balance des énormes rochers en carton. Ouais, ils se balancent des rochers en carton, ils grimpent au plafond, enfin voilà, voilà, t'es pas déçu moi je m'attendais vraiment, tu vois, à ce que ça soit le plus faible de tous. Ouais, alors, c'est le meilleur. Alors qu'en fait c'est probablement le meilleur, Ouais. parce que c'est celui qui est le mieux. Tu sens que le mec connaît son métier et il a la chance d'avoir un scénariste visiblement qui a l'air d'avoir vaguement bossé quand même son Ouais. scénar et vaguement bossé ses persos. Un mec un peu Et des plus acteurs impliqué. qui sont dedans, et des Ouais. acteurs qui sont dedans qui ont l'air d'être très contents de jouer avec des mômes, À tous. qui ont l'air d'être très contents de jouer avec des mômes, qui ont l'air d'être enfin tu sens que c'est Le méchant est très très content de faire le méchant. ouais, le méchant est très de content. faire peur à des enfants qui sont hyper contents d'être là, qui sont impliqués comme tout. Ah parce ouais, que, les gamins parce que- sont à fond Parce dedans. que les mecs, ils sont ouf, que c'est putain, on fait un film de bagarre et tout. Mais... Il y a un côté presque les Goonies en Ouais. fait, quoi. Ouais, c'est genre ce film d'enfants avec d'enfants et des années 80 où les enfants sont à fond dans le rôle en fait. Alors c'est très différent évidemment, mais ouais, voilà, moi j'ai beaucoup aimé parce que les gamins à Hong Kong c'est souvent énervant. Hein. Oui. Le gamin à Hong Kong est chouineur généralement dans le cinéma. Non, en général, hongkongais, il donc, chouine, ouais, il chouinasse, crie, il ralentit le héros. et il a une voix de chouinasse, merde. tu vois, il a une voix de merde et t'attends qu'une chose, c'est qu'il meurt en fait, parce que tu te dis mais bon voilà, parce qu'au Ouais. moins l'action va avancer. Après, en général, un film sur deux, les gamins meurent. Voilà. Donc, Donc là, il meurt pas, Quel beau cinéma, et quand en même. plus, ils sont les moteurs de l'action et ils le font bien. Voilà. Donc, je sais pas si ce petit gamin d'ailleurs est devenu acteur par la suite ou s'il a continué sa carrière, mais il y avait des capacités en tout cas chez ce jeune homme. En tout cas, à mon avis, plus que chez notre ami Jared Leto. Ouais. Mais donc voilà, c'était quand même c'est les derniers soubresauts de la Shaw Brothers dans les années 80 avant de connaître une longue déchéance et de déposer le bilan en 2011 hein, quand même. Sachant qu'ils existent toujours, parce Ouais, que c'est toujours eux qui tiennent les laboratoires. Ils se sont C'est eux, remis. c'est eux qui ont les labos en fait enfin qui ont les labos qui avaient les labos de tirage de copies mais qui sont des labos numériques maintenant quoi. Donc ils existent toujours quand même la Ils Shaw Brothers. essayent, C'est un peu voilà. comme Technicolor. Oui, c'est ça. On croit que ça a disparu puis en fait non Et ça, non. ah, mais en Ah, fait, on est là, on les voit mec. toujours le générique quand même. Genre ouais, tiens, Kodak et tout. Non, on est là, vous inquiétez c'est pas. bon, vous c'est inquiétez ça. pas, on n'a pas disparu quoi. Ouais. Voilà, donc ils sont toujours dans le coin, mais c'est vrai que tu sens quand même que c'est le début de la fin quoi. Enfin Ouais. c'est même plus que le début de la fin, c'est le milieu du début de la fin quoi quand même, parce que voilà, tu sens qu'ils savent plus trop ce qu'ils font, et c'est clair que ça a plus la Ils- sécheresse des Ouais. films avec Wang Yu, tu vois, ou des Chang-Chi, ça a ouais. plus ce côté bourrin homo-érotique qu'il y avait chez Chang-Chi Plus qu'homo-érotique et que moi, chez Chang-Chi, et hein. que moi j'aimais beaucoup hein, justement ce mélange de violence crue et de relations entre hommes voilà, des relations amicales entre guillemets entre Des hommes. relations amicales. Voilà. En général, les films de chevaliers, c'est genre deux mecs qui sont là, qui sont beaux, qui sont torse nu, qui fait ah tiens, on a tué les méchants, si Ouais. on allait vivre à la campagne tous les Ouais, deux. Et puis exactement. en fait, ils oublient que genre bah t'es une meuf qui est à côté. Ah bah toi aussi tu pourras venir si tu veux. Ouais, là, c'est la rage du tigre. Oui c'est ça. Et avec ce geste dans la rage du tigre, et ce petit détail qui est terrible, je trouve, c'est que la fille, il part avec son copain et donc son copain bras dessus bras dessous quoi, et lui il a plus qu'un bras quoi, tu vois. Et il dit à la fille tiens prends ma manche, donc il lui donne sa manche vide. Tu vois, et comme le bras coupé, c'est évidemment une métaphore sexuelle, ça dit absolument tout pour moi de l'orientation de notre cher, de notre tigre enragé. Ouais, hein, c'est voilà. ça. Mais moi j'aime beaucoup parce que moi je trouve ça justement assez subversif. Ah bah, Même si surtout à Chang-Chi l'époque. a toujours dit non. Oui, non. c'est ça, oui, c'est ça. Bien Ouais. sûr. Parce que- Il y a moins ça dans les films. Oui. Quand, Oui. ça reste plus, c'est plus straight hein, quand même. Hein. Oui. Il y a moins, on sent que c'est beaucoup plus léger, moins personnel aussi Oui, quoi, quelque c'est part. ça. Mais pas désagréable à mater. Exactement, donc c'était une salve de 4 films de la Shaw Brothers sortis par Spectrum Film, les deux Bastard Swordsman, Holy Flame of the Martian World et Demon of the Loot, donc évidemment des films recommandables hein, quand même si vous aimez la bagarre. Ouais, et si vous aimez le très bon fun. pour les vacances de Noël. Ah oui, exactement. En mode chocolat de Noël, Ah oui. chocolat de Noël, chocolat chaud. Je conseille. Voilà. Ça fait beaucoup de chocolat quand même. Ouais, mais c'est Noël. C'est ça, exactement. Dard de chocolat. Merci, on va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le La monde merde. s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la Nous plus sommes grande des merde des merdes. Les coups de cœur, carrément fleurés. Alors moi ça va être un film de genre réalisé par Benjamin Christensen, donc un suédo-danois, un film suédo-danois de 1922 qui s'appelle Aksan, qui commence par une première partie extrêmement pédagogique sur la condition des sorcières et du diable dans la littérature et dans l'imagerie, et ça se
termine à la fin par toute une représentation donc du diable, mais en version filmée. Donc voilà, une iconographie qui va faire date dans le cinéma de genre. D'accord, merci. Oui, Alors, vous m'avez beaucoup perturbé. Là, il y a eu un remue-ménage. Maintenant, désolé. là maintenant, c'est la place aux jeunes qui sont allés écouter de la musique et faire la bamboche ce week-end au Transmusical de Rennes avec leur Covid. Donc Justine. Oui, alors moi c'est un concert donc que j'ai vu le jeudi soir au Transmusical, donc d'un Normand qui s'appelle Kuften, qui a commencé dans les free parties. Donc il fait de la musique électro-analogique. C'était un live assez spontané, c'était super bien construit. Il avait des TV cathodiques, voilà, pour faire un peu de live audiovisuel en même temps. Chez moi, si voilà. vous voulez. Vintage. Non, mais il était pas du tout dans la posture. Tu sentais qu'il avait bien construit son truc. C'était super bien. Il nous a emmenés assez loin, un peu dans le truc cyberespace. Le gars était super content d'être là. Et ben, c'était formidable. Et qu'est-ce que ça fait du bien de retourner au trans. Merci Justine, docteur. Eh bien, ça sera transmusical pour moi aussi, puisque il s'agira donc d'un groupe de douarnenistes, voilà, donc groupe local, mais groupe local qui fait du rock 70s, habillé comme des stars de 70s, qui ont des têtes de chanteurs de 70s. Oui, c'est vrai que j'ai vu leur dégaine. Et franchement, je pense qu'on pourrait les filmer, passer un peu l'image et faire croire que ça date de 74, ça marcherait super bien. Donc c'est filmé à Douarnenez. Voilà, donc c'est Cosmodrag. Ah putain, je suis nul avec le nom. Commodore. Non, c'est Comodrag and the Moondor. Oui, donc c'est en fait ces deux groupes séparés en fait qui se sont rassemblés. Donc ils sont une bonne petite dizaine sur scène. Ils sont tous sapés comme la mort. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Et c'était moi c'est vraiment le truc le plus convaincant que j'ai entendu musicalement, parce que ça joue comme des bêtes, et surtout ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que c'est à fond rock 70 tout le temps. Il y a pas de balade à la mort, moi le pif, il y a pas de discours au public et tout ça. Non, c'est juste les mecs qui jouent pendant 50 minutes du rock 70s. Merci, au revoir. À balle. Et franchement, rien à dire, ça jouait très bien, ils étaient super contents d'être là, super contents de jouer ensemble, et nous on était très contents de les voir. Voilà. Très bien, merci les jeunes. Alors moi pour finir, ce sera Will Ferrell, You're Welcome America, A Final Night with George W. Bush, spectacle qu'il avait fait début 2009, juste après l'élection de Barack Obama. Donc c'est son perso du SNL de George Bush qui fait ses adieux sur scène pendant 1h30. C'est absolument incroyable à l'époque où Will Ferrell, dès qu'il se levait le matin, il pissait de l'excellence. Ouais. Un spectacle absolument jouissif. Et sinon, ça sera la série de l'été que Mishka Assayas avait consacré à Robert Zimmerman, dit Bob Dylan sur France Inter dans son émission Very Good Trip, donc 9 émissions absolument formidables où il passe en revue toute la carrière du Zim, et c'est absolument passionnant. Merci messieurs, merci mademoiselle. On se retrouve la semaine prochaine pour parler Velvet Underground et du pouvoir du chien, donc de Jeanne Campion notamment. Merci à Valentin à la technique. Une fois de plus, merci messieurs, merci mademoiselle. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Bonsoir. Salut.